merci d'être là ce soir. Donc on va ouvrir notre avant-dernière séance de l'année, donc avec un débat sur universalisme et pluriversalisme, donc avec deux intervenants. Donc Lolayon Dominguez, qui est en train de finir une thèse à l'école des hautes études en sciences sociales, avec une dimension, disons, des études décoloniales et des droits glissants. Et puis Alain Policard, politiste, qui a beaucoup publié sur la question de l'universalisme, qui en plus a fini un nouveau livre, mais qui n'a pas encore d'éditeur sur la question. Mais ce livre, l'intérêt de ce livre, Universalisme en débat, c'était un colloque où il y a une diversité de positions qui s'expriment sur cette question. Donc c'est un livre intéressant. C'est là qui commence, mais il faut préciser quand même que nous n'avons pas lu nos textes respectifs. Voilà, Ce sera du vrai. C'est pas vraiment. Le débat viendra sans doute, mais voilà. Moi, je ne réponds pas à Lola puisque j'écris mon texte sans savoir ce qu'elle allait écrire elle-même. Donc effectivement, moi je suis en train de terminer, ça ne saurait tarder, terminer ma thèse en philosophie politique à l'EHESS, sous la direction de Johan Michel. Et en fait, ma thèse porte plus précisément sur la question de l'identité culturelle dans le tournant décolonial. Donc, ma thèse porte pas sur la question de l'universalisme, mais évidemment, il y a des liens qui sont assez présents, puisque on ne peut pas parler des décoloniaux sans parler de leur critique à l'universalisme. Donc c'est quelque chose qu'on entend très souvent, que le décolonial est connu pour formuler en fait une critique de l'universalisme occidental. Et en général, on avance aussi l'idée que cette critique consiste à vraiment évacuer tout horizon de l'universel et à le remplacer par un autre modèle qui est le pluriversalisme. Donc je vais partir d'une interprétation qui est assez commune. En réalité, je vais un tout petit peu forcer le trait, mais juste pour que ce soit plus clair. Mais évidemment, c'est un peu plus nuancé que ça. Et c'est pas les seules choses qui sont dites à ce sujet-là. Mais notamment, par exemple, Jean-Louis Hamsel ou Pierre Boissens, qu'on avait entendu l'année dernière à une autre séance sur la question des études décoloniales, disent quand même que cette critique mène au relativisme. Donc le relativisme, c'est-à-dire simplement l'idée que en critiquant l'universalisme, les décoloniaux défendraient qu'il existe plusieurs vérités ou plusieurs réalités, ou qu'il y aurait une juxtaposition en fait de différentes réalités. Donc le problème évidemment, c'est que ça met un peu fin à l'idée qu'il y aurait un monde partagé ou des vérités partagées. Donc l'objet de ma présentation, c'est d'abord recontextualiser un peu le tournant décolonial. Ensuite, je vais clarifier les tenants et les aboutissants de cette critique décoloniale à l'universalisme. Et enfin, je vais essayer de répondre à la question implicite qui est un peu posée par le titre de cette séance, qui est est-ce que la critique de l'universalisme est-ce que le pluriversalisme implique de renoncer à l'universalisme, ou bien est-ce que ce sont deux propositions plutôt complémentaires. Je voudrais aussi préciser que, évidemment, donc je travaille sur le tournant décolonial, j'ai passé beaucoup de temps au Mexique, à l'UNAM de Mexico, mais je ne suis à aucun titre représentante des études décoloniales, c'est important de le dire, même si je partage un certain nombre de leurs idées. J'aimais bien justement ce qu'avait dit Capucine Boisdin quand elle était venue intervenir ici, en disant que c'était une passeuse, c'est-à-dire qu'elle traduit, elle passe et transmet les idées. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de faire. L'idée que je voudrais battre en brèche, comme je le disais, c'est que les décoloniaux seraient de simples relativistes. Et la question en fait, qui me permet de formuler ça, et c'est un peu une question pour le coup que je traite dans ma thèse, c'est est-ce que les pensées décoloniales sont incompatibles avec l'ambition de la philosophie et des sciences plus largement de produire des connaissances universelles. Et est-ce que les pensées décoloniales vont même jusqu'à remettre en question l'idéal d'une communauté universelle du genre humain.
Je vais faire une rapide contextualisation, en réalité recontextualisation, parce qu'il me semble que justement ce qui caractérise une certaine réception française, encore une fois, il ne faut pas homogénéiser ni simplifier, il y a quand même depuis quelques années une vraie réception du tournant décolonial, même si elle est encore insuffisante. Mais en tout cas, dans les critiques qui sont un peu celles qu'on entend le plus dans les médias, etc., c'est que moi, ce qui m'apparaît vraiment, c'est qu'on s'intéresse assez peu à leurs sources, assez peu à leur généalogie, et ça me semble en fait vraiment fondamental de comprendre avec qui ils dialoguent, à qui ils répondent, pour comprendre vraiment la teneur de leurs idées, et notamment pour ce qui est de la question de leur critique de l'universalisme, et aussi de la question de l'identité. Comme vous le savez probablement, il y a quand même plusieurs courants critiques en fait, dans la deuxième moitié du XXe siècle qui accompagnent les décolonisations, donc les subalternes, les anticoloniaux, les postcoloniaux, les décoloniaux, etc. Moi, je m'intéresse aux décoloniaux latino-américains, qui sont globalement ceux à qui on associe les idées du tournant décolonial actuellement. Et traditionnellement, on fixe la date de naissance de ce tournant décolonial à la date de 1992. Pour plusieurs raisons. Sur le plan politique, on a évidemment donc, les 500 ans en fait, de la conquête de l'Amérique, les célébrations, entre guillemets, évidemment, et surtout les contre-célébrations qui ont lieu en 1992, avec tout un tas de marches, de protestations indigènes qui fêtent plutôt les 500 ans de résistance à la colonisation. Donc sur le plan politique, on a cette date. Sur le plan des mouvements sociaux, on a en fait un moment de revitalisation des mouvements sociaux dans les années 90 en Amérique latine. Par exemple, les zapatistes, par exemple, le mouvement des Sans-Terre au Brésil. Et enfin, sur le plan académique, puisque le tournant décolonial reste quand même un objet assez académique, c'est deux publications très importantes. La première qui est 1492 d'Enrique Dussel, qui d'ailleurs vient d'être traduit il y a seulement quelques semaines par Emmanuel Lévy. Non, c'est la deuxième traduction. Ah, j'étais à la conférencière. C'est la deuxième traduction, il a déjà été traduit. Oui, effectivement, il a déjà été traduit, mais c'est une actualisation de la traduction, ouais. La traduction datée de 92. Oui, parce que Lévy est très spécialiste, incontesté de Dussel. Emmanuel Lévy fait un très très beau travail de traduction, de retraduction parfois des textes de Dussel. Et donc notamment de ce texte qui est en fait vraiment très important, qui marque le début du tournant décolonial. Et un deuxième texte qui est un article de Aníbal Quijano, dans lequel il va développer pour la première fois la notion de colonialité du pouvoir. Donc trois éléments qui sont très liés, les zapatistes qui s'insurgent contre le néolibéralisme, mais qui entendent aussi profiter en fait, de cette date symbolique de 92 pour lancer un mouvement de résistance d'ampleur, et une génération d'universitaires latino-américains qui sont très inspirés en fait, par ces mouvements sociaux, par les zapatistes notamment. Et on va le voir, cette philosophie zapatiste est justement assez importante dans la critique de l'univers. Ce courant théorique, qui sont les piliers de ce courant théorique? C'est un mouvement, à raison, on en parle souvent au pluriel. Le livre de Philippe Collin et Lisselle Quiroz s'intitule « Introduction aux pensées décoloniales latino-américaines ». Parce que c'est un mouvement assez tentaculaire, interdisciplinaire, avec des intellectuels qui viennent de beaucoup de pays différents. Donc c'est un mouvement très hétérogène. On peut retenir quand même trois figures importantes. C'est Aníbal Quijano, donc un sociologue péruvien, qui est décédé déjà, Enrique Dussel, donc un philosophe argentin nationalisé mexicain, qui est décédé récemment également. Et Walter Mignolo, donc un sémioticien argentin, qui lui est encore en vie et qui a fait la majorité de sa carrière aux États-Unis. Ce courant va se structurer à la fin des années 90 autour d'un groupe de recherche qui s'appelle le groupe Modernité, Colonialité, Décolonialité, qui en réalité c'est au fur et à mesure un peu délité dans les années 2000 et qui n'existe plus actuellement. Et comme le nom du groupe l'indique, modernité, colonialité, la thèse principale, c'est le concept de colonialiser. Donc pour le dire très rapidement, l'idée qu'il y a une survivance structurelle du colonialisme, au-delà des périodes d'indépendance ou de décolonisation. Les critiques
j'en viens aux critiques décoloniales de l'universalisme. Le cœur du sujet, qu'est-ce que reproche finalement le tournant décolonial à l'universalisme? Avant de répondre à cette question, je voudrais juste clarifier les deux notions que je vais manier et je pense qu'elles sont importantes dans le débat. C'est tout simplement la distinction entre universel et universalisme, qui sont assez proches, qui sont très proches sémantiquement, mais qui recouvrent quand même des enjeux assez différents. L'universel, c'est une notion qui vient de la logique et qui signifie applicable à tous les cas, qui est valable partout, qui s'applique à l'ensemble des cas. On peut prendre un exemple très simple, c'est les lois de la gravité formulées par Newton. Ces lois sont universelles parce qu'elles permettent d'expliquer la pesanteur des pierres en Europe et la pesanteur des pierres en Amérique et la pesanteur des pierres partout. Donc c'est une loi universelle. L'universel ici est donc synonyme de général et s'oppose au particulier. L'universalisme, en revanche, au sens historique et politique, même s'il porte une promesse d'universel, telle que l'égalité de tous, il renvoie à un ensemble de valeurs éthiques et politiques qui constituent, qui sont indissociables en fait du moment historique et aussi géoculturel, on pourrait dire, dans lequel se formule cette aspiration. On retrouve dans l'universalisme quand même un même geste de transcendance des particularités, d'arrachement au particulier. C'est ce qu'on retrouve évidemment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est le symbole par excellence de cet universel. Mais cependant, l'universalité de cet énoncé, tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit, n'a pas vocation à saisir le réel tel qu'il est. Ce que je veux dire, c'est que l'universalité de la pesanteur n'est pas dans le même ordre, en fait, dans le même registre que l'universel dont parle la Déclaration des droits de l'homme. Parce que l'universel, au sens logique ou épistémologique, par exemple de la loi de la gravité, cherche à décrire le réel, alors que l'universel de l'universalisme cherche à projeter, à dicter, en tout cas une valeur programmatique, prescriptive. Un idéal d'égalité fondé sur l'énonciation d'une égalité de droit et la reconnaissance de la dignité de tous les êtres humains. Donc cet universalisme historique est un projet politique, prescriptif, et qui définit ce qui devrait être universel. C'est ça la distinction que j'essaie de faire, en fait, juste avec le sens d'universel logique et ce qui devrait être universel. Dans le contexte du débat décolonial, ces auteurs reprochent en fait à un premier niveau à cet universalisme-là, donc l'universalisme des Lumières, l'universalisme historique, de ne pas être universel. En fait, c'est ça vraiment le premier niveau de la critique. Donc on parle de l'universalisme des Lumières, qui prône les valeurs humanistes, la tolérance, l'égalité, la liberté d'expression, etc. Et en réalité, effectivement, cette universalité qui s'exprime par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est effectivement une universalité assez relative. Ça, c'est pas du tout nouveau ni original comme critique. De tout temps, les hommes naissent et demeurent libres et égaux. C'est une formule qui entérine l'infra-humanité, on pourrait dire le fait que parmi les hommes, il n'y a par exemple pas les femmes et par exemple pas les colonisés. Donc c'est effectivement une universalité qui est quand même tout à fait relative, pour être... Et là, c'est aussi quand même notoire, et je m'appuie par exemple sur les travaux de l'historien Antoine Milty, qui est spécialiste des Lumières, que chez les penseurs de cet idéal universaliste, il y a quand même un certain nombre de contradictions. On trouve chez Hegel des phrases très célèbres sur le sens de l'histoire, sur l'Afrique qui est un contournement de l'histoire, etc. Donc la philosophie de l'histoire de Hegel en règle générale est très, très eurocentrée, mais ça c'est très connu. Et je cite Milty qui dit « Les droits de l'homme et l'universalité du genre humain, point d'interrogation, c'est oublier que l'anthropologie physique des Lumières est parfois entachée de racisme et que les droits des femmes étaient rarement reconnus, et leur aspiration intellectuelle souvent bafouée, comme si la science et la philosophie étaient nécessairement masculines. » Les décoloniaux dénoncent donc les contradictions de cet universalisme.
Hein, ils sont par contre, à bien des égards, tout à fait inspirés par les valeurs qui sont portées par l'universalisme. Le tournant colonial, je vais y venir, ne met pas en cause le fait qu'il existerait une expérience commune, ne remet pas non plus en cause l'idée que la science devrait aspirer à produire des connaissances qui ont une validité universelle, et encore moins étant donné la nature de leur lutte anticoloniale, l'idée qu'il faudrait reconnaître l'égalité de tous les peuples. Je vais prendre un exemple d'un texte du philosophe Enrique Dussel. Et en fait, je pense que même avec juste le titre de ce texte, qui s'appelle « Pour un dialogue philosophique mondial », c'est un texte qui paraît en 2009 dans le Cahier des Amériques latines. Et en fait, le texte s'intitule « Pour un dialogue philosophique mondial ». Et je pense que, ne serait-ce qu'avec ce titre, on peut déjà remarquer qu'on a bien chez Dussel l'idée qu'il y a un seul monde pour un dialogue philosophique mondial, qu'il laisse entendre très explicitement que ce qu'il appelle de ses voeux, c'est pas une forme de communautarisme ou une défense d'identité, mais un dialogue philosophique mondial, donc un dialogue, hein, pas du chacun pour soi ou du séparatisme, mais en tout cas un dialogue. Et en fait, dans le début de ce texte, Dussel part du postulat qu'il existe ce qu'il appelle des noyaux problématiques universels. Donc en fait que partout se sont posées un certain nombre de questions philosophiques, par exemple, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc dans des termes différents, parfois sous forme de poèmes, parfois sous forme de mythes, parfois sous forme écrite, parfois sous forme orale, mais en tout cas qu'il y a un ensemble de problématiques universelles. Je pense que c'est quand même assez explicite que pour Dussel, la pensée philosophique, la manière de penser fait partie d'une humanité partagée et qu'on a un ensemble de problèmes en commun. En appelant à un dialogue philosophique mondial, il explicite, enfin il est très clair aussi sur le fait qu'il y a une communauté anthropologique, enfin, d'expériences humaines, et une communauté politique dont l'unité est vraiment souhaitable. Pour revenir aux décoloniaux dans leur ensemble, bien qu'on ait des critiques de l'universalisme qui en fait ont quand même des degrés différents en fonction des auteurs, une idée assez largement partagée, c'est celle d'un faux universalisme. Et surtout, ce qui est vraiment contesté, c'est la capacité en fait d'un certain nombre de cultures ou de pays, qu'on peut appeler les cultures occidentales, à incarner cet universel et à en dicter l'orientation, enfin le contenu. On retrouve cette idée de faux universel, par exemple, chez le sociologue portoricain Ramon Goldfogel, qui s'inspire beaucoup de Césaire, donc je ne vais peut-être pas lire les citations parce que ça va être un peu long, mais qui parle d'universel abstrait, d'universel concret, et qui appelle à un universel, en fait, pluriversel. Mais là encore, on voit bien, je vais juste citer ce petit passage-là où il dit un universel concret qui vise à construire un monde pluriversel. Donc en fait, là encore, on n'a pas... Il ne veut pas du pluriversel tout court, il veut un monde pluriversel. Donc on conserve encore un horizon mondial, en fait, finalement. Commun, exactement. On retrouve par contre l'idée que l'universalisme est une forme d'ethnocentrisme et qu'il constitue en fait une généralisation de valeurs particulières. Donc à ce stade, on peut se demander, est-ce que ça signifie que ce pourquoi plaident les décoloniaux, c'est finalement un universalisme plus universel? Et la question qui accompagne cette première question, c'est est-ce que finalement les décoloniaux restent dans le référentiel occidental, ou en tout cas le référentiel produit par l'universalisme des Lumières, en voulant un universalisme plus universel? Ou bien est-ce que le concept de pluriversalisme vient vraiment rompre avec petite interlude sonore, ou bien est-ce que le pluriversalisme crée une vraie rupture en fait? Je pose dans ma troisième partie, ce serait le pluriversalisme est-il un universalisme? De quoi on parle quand on parle de pluriversalisme? On peut se faire une première idée en décortiquant l'étymologie du terme, donc pluriverse, c'est pas très mystérieux. Pluriel, vers, monde, enfin il y a plusieurs mondes. Mais encore,
puisqu'une fois qu'on a compris cette étymologie, c'est pas suffisant pour comprendre de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de plusieurs vérités, de plusieurs réalités, de plusieurs technologies Et l'idée de pluriver ou de pluriversalisme est actuellement très associée avec le tournant décolonial, mais je pense qu'en réalité c'est pas une idée qui est nouvelle du tout. Je pense que c'est l'idée qu'il y aurait plusieurs mondes a été très utilisée en fait en littérature, au cinéma, en philosophie. J'ai vu qu'il y avait un texte à l'agrégation de philosophie qui s'intitule Entretien sur la pluralité des mondes, qui est un texte qui, je crois, date... Oui, c'est ça, du 17e, donc c'est un texte que je ne connaissais pas, mais en tout cas, c'est évident que c'est une question qui se pose depuis un moment. Je vais être assez bref sur la généalogie, parce que je vois que le temps tourne, mais en fait, c'est un terme qui apparaît tel quel, au moins au début du 20e, avec William James, dans un texte qui s'intitule A Pluralistic Universe, où il a l'idée d'un univers pluraliste qui serait pensé comme une république fédérale. Plutôt, donc je cite, à une république fédérale plutôt qu'à un empire ou un royaume. Donc là, on a vraiment une défense d'un pluralisme assez strict, par contre, qui juxtapose en fait des microcosmes. Donc c'est pas encore tout à fait le pluriversalisme des décoloniaux. Ensuite, on a la réflexion de Césaire dans sa lettre, la fameuse lettre adressée à Maurice Sorel en 1956, où il accuse le manque, enfin il dénonce le manque de soutien du Parti communiste français aux décolonisations en cours. Et donc c'est là d'où viennent les fameuses phrases de Césaire. Je ne m'enterre pas dans un particularisme étroit, dans un universalisme décharné. Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tous les particuliers, riche approfondissement et coexistence de tous les particuliers. Donc cette coexistence de tous les particuliers, et en fait ces réflexions de Césaire, pour le coup, sont un peu plus directement inscrites dans la généalogie des décoloniaux. Ça, c'est vraiment des références très explicites, notamment chez Grossfogel. Tout ça pour dire que, sans relativiser en fait, l'importance et les apports du tournant décolonial, je pense qu'on peut en tout cas relativiser un peu l'importance de relativiser l'originalité plutôt de cette question, qui est en réalité une question qui revient à se demander comment articuler le particulier et l'universel. Donc c'est une question... Comment ? C'est très bien des questions. C'est ça, en fait c'est une question qui est extrêmement... c'est une variation sur une question qui est extrêmement ancienne. Et je pense qu'en fait c'est important de faire la généalogie de cette idée pour peut-être permettre une forme de désinflation un peu théorique et politique autour de cette idée du pluriversalisme des décoloniaux, pour montrer que c'est pas quelque chose qui est si révolutionnaire, même si elle a des implications politiques qui sont quand même très intéressantes. Je vous disais tout à l'heure que un des derniers éléments de contexte qui est vraiment important pour comprendre le pluriversalisme des décoloniaux, c'est les idées zapatistes, enfin le mouvement zapatiste. Donc, dans les années 90 en Amérique latine, il y a tout un mouvement, c'est une période assez mouvementée politiquement, un renouveau de mobilisation, notamment de mouvements portés par des populations indigènes, et la commémoration de 92. Donc c'est dans ce contexte que va émerger le mouvement zapatiste au sud du Mexique, dans le Chiapas. Et c'est un groupe, bon je pense pas que j'ai besoin de vous le présenter, mais en tout cas il y a cette phrase très très connue des zapatistes qui est Queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Donc on veut un monde, il y a beaucoup de manières de le traduire, mais un monde dans lequel coexistent plusieurs mondes. Et donc je pense que c'est aussi, encore une fois, j'insiste, assez significatif que ça, pour le coup, c'est autant on a beaucoup de variations sur tous les grands concepts du tournant décolonial, il y a un peu vraiment des variations assez qui sont un peu particulières, propres à chaque auteur. Mais en tout cas, autant cette phrase des zapatistes, c'est vraiment cité, c'est vraiment le refrain qui est repris de manière très systématique, et on entend bien que c'est un monde où coexistent plusieurs mondes. Donc encore une fois, pour moi, c'est assez clair que l'horizon universel, en tout cas d'un seul monde, est vraiment conservé. L'idée, c'est pas de faire imploser en fait une unité globale, mais en tout cas d'introduire plus de complexité et tout simplement plus d'égalité aussi
dans cette unité. Donc sans sacrifier, selon moi, pour commencer à répondre un peu à la question, le tournant décolonial ne sacrifie pas, en tout cas, l'idée d'une communauté humaine universelle, d'un idéal d'une communauté humaine qui s'élève au-dessus des particularités culturelles. Mais par contre, il y a la volonté d'accorder une place plus importante à différentes formes de vie et différents régimes de savoir, juste tout simplement différentes manières de connaître. Ça, je vais y revenir juste après. Concrètement, par contre, donc c'est une idée qui est quand même assez séduisante théoriquement. On dit qu'on substitue un idéal de diversité dans l'unité par un idéal d'unité dans la diversité. Mais par contre, c'est assez séduisant théoriquement, mais concrètement, ça pose quand même des grands problèmes philosophiques, politiques et épistémologiques. Par exemple, est-ce que la reconnaissance de l'existence de plusieurs réalités implique la reconnaissance de plusieurs vérités ou de plusieurs compréhensions de ce qui est juste? Concrètement, ça veut dire, est-ce qu'il y a plusieurs manières de guérir certaines maladies en dehors de celles qu'on connaît et qui ont été reconnues? Je pense qu'aussi une grande question, c'est comment prendre en charge des conflits, parce qu'en fait on peut penser théoriquement beaucoup de manières d'articuler harmonieusement les cultures à un niveau théorique, mais le vrai problème, c'est comment on prend en charge les conflits en réalité. Entre des groupes humains qui coexistent sur le même territoire et qui n'ont pas les mêmes systèmes, principes éthiques ou juridiques. Donc je vais vous proposer deux visions du pluriversalisme, deux auteurs décoloniaux, qui sont un peu deux nuances du plurivers. On en a un qui est un peu plus radical, qui est un anthropologue qui s'appelle Arturo Escobar. Comme le patron de la drogue. Mais le prénom c'est Arturo. Donc un qui est un peu plus radical, donc Arturo Escobar, et un qui est un peu plus modéré, qui serait Enrique Dussel. Sachant qu'ils viennent de disciplines aussi différentes, puisqu'Escobar est anthropologue et Dussel est philosophe et historien. Chez Escobar, donc qui est colombien d'origine, mais qui a aussi fait la plupart de sa carrière aux États-Unis, la notion de plurivers est vraiment mise au service d'une réflexion sur les questions environnementales et sur les questions des mouvements autochtones. Il remet en question le dualisme nature-culture et il va réfléchir à l'idée qu'il y a un certain nombre d'entités non humaines, comme des montagnes ou des fleuves, qui peuvent être considérées comme des êtres vivants par certaines cosmologies. Un exemple de ça, c'est par exemple l'Équateur qui, dans sa constitution de 2018, a été la première au monde à accorder des droits à la nature. Et ce qui a donné lieu, par exemple, à des procès en fait, qui ont été défendus au nom d'une rivière, par exemple la rivière Vilcabamba en Équateur. Pour Escobar, il y a une multiplicité de relations des êtres au territoire, et pour lui, finalement, c'est ça quand même ça qui est intéressant, c'est que les conflits politiques ou écologiques sont globalement des conflits ontologiques, selon lui. En fait, tout simplement, il y a certaines choses qui existent au sens fort pour certaines personnes, qui n'existent pas au sens fort pour certaines personnes, et ça crée, c'est de là que viennent en fait pour lui la plupart des conflits, c'est vraiment le cœur du problème. Et en fait effectivement ça fait quand même penser un peu à Descola, parce qu'on a un certain nombre de distinctions qui sont considérées comme n'étant pas universelles, dont la distinction nature-culture, les distinctions sujet humain, objet non humain. En effet, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui, en effet, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. J'essaie d'abréger un peu, mais en fait, on a quand même... D'ailleurs, Escobar parle plutôt de plurivers que de pluriversalisme, et on va voir avec Dussel quelle est la différence, mais chez Escobar, on a quand même une vision qu'il y a vraiment plusieurs mondes, et qu'il y a une part un peu, je dirais, presque d'intraduisible, si on parlait avec un registre discursif, enfin, l'exemple du langage. Donc pour lui, je pense que d'ailleurs le titre de son bouquin qui a été traduit en français, c'est Sentir penser. Enfin, sentir penser. Donc il y a en fait une idée d'une rationalité vraiment autre, radicalement autre, qui s'inscrivent quand même dans un registre sensoriel ou qui donne de la rationalité, par exemple, à la sensorialité. Donc c'est, voilà.
Par contre, chez le philosophe Henrique Dussel, on a cette notion de pluriversalisme qui est selon moi vraiment une forme d'universalisme réformé, un universalisme augmenté, amélioré. Puisque pour lui, le problème, c'est qu'on a en fait un mythe de la modernité qui vient fonder en fait l'exceptionnalisme culturel des puissances coloniales, et l'universalisme participe de ça en fait. Mais par contre, avec ces exemples des noyaux problématiques universels, on voit bien que Dussel, pour lui, même s'il prend très au sérieux en fait le fait qu'il y ait d'autres savoirs, d'autres manières, pas seulement d'autres représentations, mais vraiment d'autres manières de savoir, au sens fort, même s'il prend ça très au sérieux, par contre, in fine, ça participe d'une même réalité. On a en fait, on pourrait dire, des réponses particulières à des problèmes universels. Et il faut dire aussi que Dussel, par exemple, est extrêmement nourri par la tradition pensée occidentale. Enfin, en fait, il a fait une thèse en Espagne, une autre thèse en France, une partie des études en Allemagne. Enfin, vraiment, il connaît extrêmement bien la pensée, la tradition pensée européenne. Pour Dussel, le pluriversalisme maintient vraiment fermement un horizon universel dans sa dimension anthropologique, épistémologique et politique. Et ça implique pour lui, par contre, débarrasser de son ethnocentrisme. Donc ça implique pour lui, dans l'article que je vous ai cité tout à l'heure, en fait, il propose par exemple de réorganiser les licences de philosophie, et il propose tout simplement en fait d'étudier de manière interculturelle tout un certain nombre de traditions. Et pour lui, c'est tout simplement ça en fait, le pluriversalisme. Enfin, ça commence en tout cas par ça. Et donc, ma conclusion, ce serait que le pluriversalisme à la Dussel, en fait, peut être à bien des égards compris comme un universalisme augmenté, qui est relativement fidèle finalement à l'esprit de l'universalisme des Lumières. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une dimension quand même utopique chez Dussel, c'est vraiment un horizon. Par contre, je pense qu'on ne peut pas en dire autant pour Escobar, qui est lui plus explicitement du côté d'une forme de pluralisme. Est-ce qu'il est du côté d'une forme de relativisme? En fait, je ne suis pas si sûre que ce soit intéressant de poser la question du relativisme dans ces termes-là, mais en tout cas, c'est sûr que pour lui, il y a une pluralité de monde au sens propre. Et je voudrais juste clôturer cette présentation en faisant le lien en fait avec l'actualité politique des dernières semaines, aussi parce que c'est un séminaire qui est explicitement militant, donc je vous en profite, sur en fait la mobilisation qui a commencé à Paris, mais en fait qui a lieu maintenant dans beaucoup d'universités, autour de l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes extra-communautaires. Qui a récemment pris de l'ampleur du fait des annonces de Bastille du ministre de l'amplification de cette mesure à toutes les facs françaises. Donc pour rappel, on parle d'une multiplication par 16 des frais d'inscription, donc par exemple presque 4 000 € pour un master à partir de l'année prochaine. Donc en fait le lien que je fais avec l'universalisme, c'est ça, c'est en fait comment on peut finalement être aussi virulent par rapport aux critiques que fait le tournant décolonial quand il s'adresse à l'universalisme, alors qu'il y a quand même des choses qui se passent de l'ordre d'une manière de saper des principes universalistes qui me semblent être, par exemple, exactement ce qui est en train de se passer actuellement avec la mise en place d'une mesure de ce type-là. Et je souscris d'ailleurs tout à fait à ce qu'avait dit le président de l'université de Clermont-Auvergne dans Le Monde, en disant que cette mesure marque une rupture avec la conception humaniste et universaliste de l'université publique française. Je pense qu'il y a quelque chose de très vrai. Et je pense aussi que ce type de politique met en perspective vraiment la supposée déconstruction décoloniale de l'universalisme et exige de reconnaître un peu qu'il y a un certain nombre d'atteintes qui sont beaucoup plus alarmantes en fait à l'universel. Voilà. Merci Lola. En fait, beaucoup de choses que j'ai écrites sont des réponses à ce que tu as dit, parce que évidemment, j'ai accentué les points de désaccord, hein, c'est ce que je pense. En fait, il y a des critiques des décoloniaux qui sont des critiques profondément réactionnaires
celle de Taguieff par exemple, et d'autres, mais auxquelles je ne souscris nullement, mais je vais faire une critique du décolonialisme néanmoins, et tu m'as attendu la perche parce que, entre Grossfogel et Bussel, tu as fait toi-même la distinction, donc disons que je vais m'adresser au décolonialisme de Grossfogel. Donc, je ne vais pas dire ce qui est des points d'accord entre nous, même si, évidemment, il faut préciser que je crois, comme toi, que l'eurocentrisme doit être combattu, la permanence des traumatismes, des formes de dépendance héritées de la colonisation dans les pays anciennement colonisés sont des points sur lesquels il faut absolument insister. Donc la critique de l'eurocentrisme est absolument légitime. Mais bon, comme on est d'accord, on va pas l'évoquer. Mais cette critique de l'eurocentrisme, je dirais qu'elle n'a pas tout à fait, à mon sens, l'originalité que lui accordent les décoloniaux, parce qu'on la trouve chez les auteurs que tu as cités, on la trouve chez Fanon, on la trouve chez Césaire, on la trouve chez Glissant, on la trouve chez Saïd, on la trouve chez Mémy, on la trouve chez Spivak, Chakrabarty et d'autres, les sœurs Nardal. Autrement dit, on la trouve dans les courants subalternes et dans les courants post-coloniaux. Avant les décoloniaux, il faut bien le dire, avant. Et cette critique est intéressante parce que c'est une critique qui se fait sans liquider ce qu'on peut appeler les grands récits émancipateurs produits par la modernité, notamment le récit des droits de l'homme, les récits de la lutte des classes, les récits le récit républicain, enfin tous ces récits-là sont condamnés au fond par les décoloniaux dans leur ensemble en raison de la juxtaposition sur laquelle peut-être tu n'as pas insisté aujourd'hui entre modernité et colonialité. C'est-à-dire qu'en réalité, la modernité et la colonialité ne sont pas distinguées. Et ça, c'est, à mon avis, une erreur, parce que je crois qu'on ne peut pas jeter la modernité dans son ensemble. On peut en faire la critique, mais cette critique doit être une critique raisonnable. Le privilège qu'on accorde à 1492 est un privilège qui comporte des conséquences indésirables. Évidemment, cette date marque une étape importante de l'expansion européenne, ça va de soi, et du processus de destruction de civilisations entières, mais il est contestable de faire de cette date, à mon avis, le pivot de l'histoire moderne, d'une part parce que l'Asie et l'Afrique ne sont pas à l'écart de l'oppression coloniale, et d'autre part, ce n'est réellement que dans la seconde partie du XVIIIe siècle que la puissance européenne devient véritablement dominante, avec notamment le début de la conquête de l'Inde par la Grande-Bretagne. Et le monde ne deviendra eurocentré vraiment qu'à partir du XIXe siècle. Aurélia Michel, qui est une historienne que j'apprécie beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle Un monde en nègre et blanc, je crois, en noir et blanc, en nègre et blanc, je crois. Je ne sais plus le titre. Enfin, elle parle du règne du blanc, et ce règne du blanc a lieu, pour elle, entre 1790 et 1830. Un règne qui reçoit le renfort, on le sait, du racisme biologique. Ce racisme vient après le colonialisme, comme justification du colonialisme. Et ce racisme biologique fonde scientifiquement, en quelque sorte, scientifiquement est entre guillemets, ça va de soi, la rupture fondamentale en humanité qui est produite par l'esclavage. Donc, l'esclavage est évidemment central dans la construction de la modernité européenne, puisque, une fois abolie, la race en perpétue la logique, comme l'avait bien vu notamment Tocqueville. Ah, j'ai totalement oublié que vous avez fait un plan résumé à distribuer. Alors, il y en a en recto verso, les 8 premiers exemplaires, et les 2 autres sont en recto, pas verso. Alors, il y a 2 pages pour les 2 derniers, et une seule page pour les 8 premiers, en termes clairs. Toi, tu as compris, parce que tu es très intelligent. Alors, voilà, je voulais consacrer mon premier point à ce que j'avais appelé les errances de l'essentialisme inversé. Là, on en est, oui, bien sûr. On en est, l'introduction est finie, si j'ose dire, et on en est au premier point que j'ai appelé errance de l'essentialisme inversé. Parce que la pente sur laquelle, à mon sens, glisse la critique décoloniale, c'est celle donc de l'essentialisation de l'épisode colonial, qui est, à mon avis, corrélative d'une déshistorisation du sujet colonisé vers la condition de victime de la colonisation, ou plutôt de la colonialité, pour utiliser le terme fondamental des décoloniaux. Et les populations donc colonisées, subalternisées, sont enfermées dans ce statut
privés de la capacité d'écrire leur propre histoire. Et j'ajouterais que le portrait qui en est fait exagère, à mon avis, bien souvent leur homogénéité, c'est un des reproches fondamentaux que je ferai, comme s'il n'existait pas en leur sein des classes sociales, des clivages politiques, etc. Ces populations sont, à mon sens, dans la vision décoloniale, disons, idéale typique, sont privées de la capacité d'être actrices de leur destin, ce qui en définitive contribue à faire de l'Occident, même l'Occident repentant, l'agent majeur de l'histoire et par conséquent à refuser de reconnaître la moindre autonomie d'action au peuple dominé. Donc en quelque sorte la critique se retourne contre elle-même, à mon sens. Donc il s'agit pour moi de simplifications historiques qui conduisent, qui concourent en tout cas à absolutiser les différences, à examiner par conséquent avec une certaine circonspection la revendication d'un pluriversalisme. C'est une notion clé du vocabulaire du lexique décolonial, bien entendu. Il s'oppose à juste titre à l'universalisme monologique et, comme Lola l'a très bien dit, et il représente dans l'esprit de ses promoteurs le véritable universalisme, amélioré, comme tu l'as dit. Et je voudrais suggérer qu'il n'en est rien en opposant le pluriversalisme à l'universalisme des multiplicités, qui est un terme utilisé par Jérôme Bachet, à partir précisément de l'exemple zapatiste. Il s'agit donc, dans l'hétérogénéité des expériences de, je cite Bachet, concilier l'affirmation de la multiplicité des mondes et le souci d'un commun qui évite l'absolutisation des différences. Enfin, c'est exactement ce que tu as dit, et en étant, à mon avis, d'accord avec ce point de vue. Et Bachet utilise un terme que peu utilisent, c'est pluriversalisme. Donc il met le plus et il met universalisme, hein, parce qu'il était venu faire un séminaire ici. Donc il y a cette idée de pluriversalisme plutôt que de plus... En travaillant davantage l'attention entre pluriel et le commun. Hein. Oui, parce que justement j'ai une autre citation qui va dans le sens de ce que tu dis, où il dit que la revendication des appartenances ne peut échapper à de tels dangers, enfin le danger de l'absolutisation des différences, qu'en assumant le nécessaire débordement anti-identitaire des identités, en articulant différentes échelles de lutte et en tissant du commun dans l'hétérogénéité. Donc c'est exactement ce que tu as dit et que Philippe vient de rappeler. Alors, il me semble que si on définit l'universalisme comme local, comme incarné, ou encore plus fréquemment comme situé, on ne peut pas éviter de le penser dans le lien qu'il instaure avec la communauté, autrement dit, on l'assigne à ses conditions historiques d'apparition. C'est ça le reproche fondamental que je ferai, d'assigner cette idée-là à ses conditions historiques d'apparition, et donc de la combattre parce que ces conditions historiques d'apparition seraient déterminantes. Enfin, on ne pourrait pas y échapper. Affirmer par exemple, enfin c'est un point sur lequel évidemment je ne doute pas que nous soyons d'accord, que la moralité est relative à une culture, c'est nier qu'il y ait des normes morales universelles, ce que tu ne fais pas. Plus globalement, c'est exprimer un doute sur l'égale applicabilité des concepts à toutes les situations, à toutes les régions du monde. Tu l'as rappelé dans ta division de l'universel. Autrement dit, c'est nier l'universalité de la raison et des droits. Affirmer que les catégories mentales des uns ne sont pas accessibles aux autres est profondément contradictoire, puisque comment l'auteur d'une telle affirmation pourrait-il la justifier sans précisément avoir accès à ces catégories ? La confusion majeure, à mon sens, de la pensée décoloniale est une déduction invalide, celle de l'impossibilité, c'est pas le cas de tous, mais enfin je prends encore une fois l'idéal type que je combats, celle de l'impossibilité de l'objectivité du savoir et de la science en raison du fait que le sujet et la connaissance sont situés dans l'espace et dans le temps. Ce n'est pas parce que nous reconnaissons que nos jugements tiennent leur forme d'une culture et d'une situation particulière que nous devrions renoncer à prétendre qu'ils puissent être objectivement valides. Ne devrions-nous pas, au contraire, affirmer leur validité, indépendamment de leurs conditions d'énonciation, c'est-à-dire sans qu'ils soient liés à la personne que nous sommes. Si nous ne le souhaitions pas, nous serions contraints d'adopter un point de vue émotiviste, selon lequel les termes moraux servent principalement à exprimer les émotions. Les événements, en dehors de nos émotions, de nos convictions, ou encore nos projets, ne seraient pas en eux-mêmes bons ou mauvais. On devine l'objection, à laquelle évidemment on ne peut pas échapper. Serait-il défendable de considérer nos réactions à l'égard de l'idée de génocide comme purement subjectives ?
Nous pensons évidemment que le génocide est objectivement moralement mauvais. Ce ne sont pas nos réactions qui déterminent son caractère. Il faudrait, s'il n'en était pas ainsi, évidemment, imaginer qu'il perdrait ce caractère dès lors qu'une majorité d'individus, dans certaines circonstances, ne le jugerait pas mauvais. Les auteurs décoloniaux, donc, n'évitent pas, à mon sens, toujours l'essentialisme qu'ils dénoncent, par ailleurs. La critique de l'essentialisation coloniale et raciste fonde largement sur, à mon avis, la réification des catégories constituées, les Arabes, les musulmans, les Juifs, auxquels l'on prête, je le répète, une homogénéité négative. Peut-on lutter contre cet enfermement dans des ensembles factices en revendiquant l'appartenance à de telles catégories ? J'en suis arrivé donc à la fin de cette première partie sur les errances de l'essentialisme inversé. Et bien que tu aies dit que la question du relativisme n'est pas forcément à poser, je la pose néanmoins. Donc avec la deuxième partie que j'appelle l'aporie du relativisme radical. Le relativisme culturel modéré est parfaitement nécessaire puisque c'est le point de vue même de l'anthropologie. On ne peut pas être anthropologue et ne pas adopter un point de vue relativiste modéré. Mais je parle ici du relativisme radical. Et dans les écrits théoriques des auteurs décoloniaux, on se contente souvent de mettre en évidence les conditions historiques et sociales de la production du savoir, c'est-à-dire la généalogie, dans une perspective bien souvent inspirée de Foucault, et on en déduit que la vérité est liée au système de pouvoir qui la produisent. Ce qui est perdu dans cette réduction de la vérité aux conditions sociales de son énonciation, c'est une distinction fondamentale entre être tenu pour vrai et être vrai. Un exemple simple que j'emprunte à un philosophe qui s'appelle Jean-Jacques Rosa permet de comprendre cette différence majeure. Je le cite, « Si Dreyfus avait été soumis au régime de Lord Ali et dans ce système déclaré coupable, il n'en serait pas moins resté innocent. » La différence entre tenu pour vrai et vrai. Ne pas reconnaître cette différence, ça serait confondre théorie de la vérité et acceptabilité de celle-ci, laquelle relève évidemment de conditions sociales et politiques. Nous serions alors contraints de définir la vérité comme ce qui est conforme à nos modèles culturels, et celui qui commettrait cette confusion se heurterait à une difficulté redoutable. Comment pourrait-il attribuer des croyances à qui que ce soit sans s'appuyer sur une présomption générale de vérité? Ce révisionnisme en philosophie, comme l'a appelé Hilary Putnam, est très largement à l'origine, à mon avis, du développement de la post-vérité. Défendre la valeur de la science, éloigner le soupçon qui l'invaliderait dès l'instant où le lieu de ses origines est celui d'une Europe colonisatrice, c'est affirmer également celle de la vérité, conçue comme une quête infinie, bien évidemment, donc refuser de considérer toute connaissance comme socialement construite. Il y a eu un grand débat sur ce problème de la construction sociale de la réalité, ou la construction de la réalité sociale, un débat entre des sociologues et un philosophe qui a eu une importance assez grande dans l'histoire des sciences sociales. Les sociologues, c'est Berger et Luckman, et le philosophe, c'est John Searle. Donc la réalité des faits n'est pas conditionnée à leur établissement, comme le prétend par exemple la sociologie latourienne, laquelle récuse l'alternative entre faits et connaissance des faits. D'où il suit que le passé n'aurait aucune réalité objective qui serait indépendante de nos descriptions. Il n'existerait que pour autant ou seulement dès lors qu'il en est dit. On sait les conséquences qu'en tire Bruno Latour à propos du bacille de Koch, ou Koch, je ne sais pas ce qu'on dit, K-O-C-H, je pense que les deux prononciations sont admises, Koch. Découvert en 1882, ce bacille, donc, il aurait donc frappé Ramsès II 30 siècles après sa mort. La distinction pourtant élémentaire entre la chose, le bacille, et le concept, permettant d'identifier, passe ici par pertes et profits. Donc l'analyse des conditions de connaissance, des connaissances, aussi nécessaire soit-elle, ne doit pas conduire à effacer les contenus des savoirs. C'est pourtant ainsi que procède, entre autres, un des auteurs que tu as cités, qui est un des principaux auteurs décoloniaux, Walter Mignolo, avec son concept de pensée frontalière, lequel implique que l'appartenance, sinon à un lieu géographique, du moins à un espace épistémique, détermine la capacité à décrire adéquatement la réalité. Ainsi, il faudrait faire l'expérience dans sa chair de la domination coloniale pour en être capable, les Européens en étant privés, en raison d'un déficit épistémique insurmontable. Enfin, je
prends le raisonnement évidemment que je combats, serait incapable donc d'avoir cette capacité-là, je m'excuse, incapable d'être capable, mais bon, c'est pas très élégant, ce qui suppose qu'il serait fondé de disqualifier une proposition sur le seul fondement d'identité, voire de la couleur de qui l'énonce. La lucidité courageuse de Las Casas, dans sa radicale contestation de la légitimité des conquêtes espagnoles, infirme pourtant ce point de vue. Je vais citer un anthropologue avec lequel je suis en profond accord sur ce point, c'est Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui dit la chose suivante: universaliser pour de vrai, il dit ça entre guillemets pour de vrai, la production des savoirs, souvent dominée par le monde scientifique occidental, est un objectif politique et scientifique indispensable. Mais, c'est le mais qui m'intéresse, diriger la lutte contre une épistémologie des Lumières qui serait encore hégémonique aujourd'hui va à l'encontre de cet objectif. Cette préconisation centrale des études décoloniales est une erreur profonde de diagnostic. Elle confond, c'est toujours Jean-Pierre Olivier de Sardan qui parle, elle confond régime épistémologique et idéologie suprémaciste occidentale, en raison, entre autres, ajoute-t-il entre parenthèses, d'une méconnaissance complète de la réalité des sciences sociales et de leur régime épistémologique, fin de parenthèse, comme elle confond raison empirique et savoir endogène, indigène, il dit les deux, avec un slash au milieu, ces derniers n'ayant ni l'ambition ni les moyens d'une connaissance véridique de la diversité et de la multiplicité des mondes sociaux. C'est quelque sorte d'une réponse à Escobar, de façon très claire. Voilà donc pour le relativisme radical que je perçois dans l'idéal type de la pensée décoloniale. Troisième critique, donc troisième point, c'est l'Europe critique d'elle-même. La thèse qui lie par nature l'universalisme à l'hégémonie ne résiste pas à l'examen des faits. Au sein de cette Europe expansionniste, désireuse de coloniser pour civiliser, dans l'universalisme en procès, pas dans celui-ci, qui est un livre que j'ai personnel, celui-là, l'universalisme en procès, j'ai dénoncé évidemment cette colonisation au nom de principes tels que l'universalisme. Donc au sein de cette Europe expansionniste, désireuse de coloniser pour civiliser, une critique de l'eurocentrisme a existé très précocement. Déjà, on l'a cité à l'instant chez Las Casas, mais on a des récits de destruction de la colonisation, par exemple chez Swift. On a le plaidoyer de l'abbé Grégoire pour la littérature des nègres, à l'époque on disait cela bien sûr, qui témoigne du distance vis-à-vis du traitement qu'ils ont réservé aux habitants des autres régions du monde, si bien que le triomphe conquérant la colonisation a presque aussitôt produit l'effarement moral. En même temps que se faisaient les colonisations, il y a eu, je ne dis pas chez ceux qui la conduisaient, chez ceux qui la justifiaient, mais il y a eu des penseurs qui ont été moralement effarés. La critique décoloniale, aussi nécessaire soit-elle, paraît oublier la force des condamnations des horreurs de la filiation, condamnations très tôt présentes, je viens de le dire, chez Swift, chez Diderot, qui dans le supplément au voyage de Bougainville livre un puissant réquisitoire comme contre l'asservissement des peuples par les Européens, ou encore plus près de nous, chez Walter Benjamin ou Simone Weil. Enfin, on pourrait citer beaucoup d'auteurs. Les auteurs décoloniaux, à mon avis, négligent le fait que le colonialisme et l'esclavage ont été communément partagés, on le sait bien, par d'autres que les Européens. Enfin, elle passe sous silence la multiplicité de types de colonisation mis en œuvre par les nations européennes et, en leur sein, les phénomènes de colonisation interne, aussi bien à l'égard d'autres pays d'Europe, on en voit un exemple majeur avec la guerre que Poutine mène à l'Ukraine, qu'à l'intérieur de ceux-ci vis-à-vis de leur minorité. Donc la nécessité de rendre justice des crimes du passé doit tenir compte de cette complexité. L'Europe, pas plus que les sociétés conquises, n'est monolithique. Les interprétations qui font de la domination l'essence de l'Europe sont, à mon avis, aussi peu convaincantes que le sont les essentialisations racistes. Dans le temps même de la conquête, donc je le répète, se développe en Europe une réflexion qui en questionne la légitimité. Et je dirais, puisque tu as parlé des Lumières, à juste titre, sans les Lumières, est-ce qu'on peut imaginer une critique des Lumières ? Il convient donc de distinguer entre la prétention de l'Europe d'incarner l'universel et l'idée qu'il existe universalité. Il est évidemment possible de rejeter la domination européenne et en même temps de défendre ce que Chakrabarty appelle les armes de la critique, lesquelles, selon lui, sont la véritable conquête des Lumières européennes. Lui, il cite la critique marxiste et le libéralisme politique.
Cette perspective est renforcée également par l'exemple de la révolution haïtienne, comprise comme le moment de basculement d'une philosophie d'histoire européenne, donc universaliste, dans une conscience de l'humanité. Que je rappelle que l'armée des esclaves haïtiens qui se oppose aux armées de la République chante la Marseillaise contre les troupes d'occupation françaises, elles-mêmes révolutionnaires pourtant. Donc le socle de l'Europe est à mon avis cette disposition à douter d'elle-même. Et en quelque sorte, la colonisation a produit des retours réflexifs, critiques dont témoigne la philosophie moderne. Le refus de reconnaître l'existence d'une pensée critique au sein de la modernité occidentale est largement à l'origine de l'idéalisation des sociétés indigènes, car ça c'est un point très important, elles sont idéalisées, lesquelles seraient épargnées par les phénomènes de domination interne. Il serait dès lors suffisant de se débarrasser de toute influence extérieure, de toute contamination par la modernité, pour retrouver une sorte de pureté identitaire perdue. Mais plus ennuyant encore, l'essentialisation de l'Occident, de l'Europe surtout, occulte, je répète, la réalité des conflits de classe en son sein. Les décoloniaux ne parviennent pas vraiment à penser les liens entre la domination exercée sur les subalternes colonisés et celle que subissent les populations exploitées au sein de l'Europe. Il est donc, à mon sens, difficile dans ces conditions, si on ne pense pas ce lien-là, de défendre authentiquement l'universel. L'invitation donc que fait Chakrabarty à provincialiser l'Europe, c'est-à-dire à décentrer en fait le regard, de manière à être attentif à la multiplicité sur laquelle tu as beaucoup insisté des récits, n'équivaut pas, à mon avis, à rejeter les outils de pensée européens, mais à examiner la manière dont il est possible de renouveler cette pensée à partir des marges, et pour elle, c'est une citation de Chakrabarty. De même que désoccidentaliser les savoirs ne signifie pas rejeter ceux dont l'origine est occidentale, mais faire en sorte qu'ils deviennent, et tu l'as dit très clairement, le bien commun. J'en viens au dernier point, parce que c'est un point que tu as abordé très justement aussi et qui compte beaucoup pour moi, c'est la distinction entre universalisme et universel. On doit se demander, à propos de cette distinction entre universalisme et universel, si politiquement le second relève bien du premier. Quand je pose la question, c'est rhétoriquement. La réponse est non. En tant que doctrine, l'universaliste est souvent confondu avec l'uniformité, rendant légitime sa description comme idéologie qui fait colonialement du particulier une catégorie politique contraire à l'universel. Là, je suis très inspiré par le travail de quelqu'un qui a participé au colloque que j'avais organisé avec Stéphane Dufoy, c'est Loa Luis Bulbina, une philosophe, qui a souligné très précieusement, à mon avis, la différence entre un universel normatif, au nom duquel l'extension impériale du français a pu être justifiée, et un universel logique, que tu as mentionné, au nom duquel, lequel du moins détermine les conditions de pensée. Un universel logique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser sans la catégorie universelle, du moins c'est ce que je crois. D'un côté, d'un côté on a l'Académie française, dont on sait le souci de la norme et la volonté de l'imposer, et de l'autre, Port-Royal, laboratoire où l'on recherche les catégories logiques, donc universelles, dont chaque langue est porteuse, la grammaire générale, c'est là où nous en sommes désormais. Donc je fais moi d'universel une réalité sans laquelle la pensée s'expose au risque de l'insignifiance. L'humain ne peut éviter de généraliser, de trouver des lois, des invariants ou encore des universaux. L'universel est pour moi inéliminable. Il fait en quelque sorte partie de ce que nous sommes. Ce qui pourrait sembler une pétition de principe est, en définitive, l'ultime fondement dont nous avons besoin pour réfuter toute tentative de faire de l'humanité un ensemble de tribus, que leur culture singulière définirait strictement, comme si les déterminants culturels pouvaient suffire à nous abstraire des contraintes que l'histoire évolutive impose à tous les groupes humains. De ces contraintes communes, nonobstant la diversité des modes de comportement, je déduis, l'existence d'une nature, laquelle, loin de nous asservir, dessine les conditions d'exercice de l'éthique. Parce qu'il n'est probablement pas de combat efficace sans une pensée qu'en fournit les fondements, l'universel ne peut se contenter d'attendre que, découvert par les renforts de la logique, sa lumière se répande sur une humanité sans boussole. On doit émettre évidemment la tragique hypothèse que, découvert, il ne le soit jamais. Les détenteurs du pouvoir ont su mobiliser de multiples ruses pour nous contraindre à penser contre le vrai,
dont d'ailleurs nombreux sont ceux qui doutent de l'existence même, la millénaire oppression des femmes, malgré l'évidence de la raison, donne de solides arguments au pessimisme de l'intelligence. C'est pourquoi nous devons faire comme si l'universalisme n'avait pas été au service du pire. À nombreux égards, il nous faut le penser comme un commencement. Un commencement qui, j'emprunte la formulation à mon ami Souleymane Bachir-Diane, nous conduit à le penser depuis le pluriel du monde. Mais ce souci du pluriel ne doit pas être compris comme le fait de ne pas pouvoir dépasser la pluralité des points de vue. On doit accepter, par exemple, qu'on devrait accepter, par exemple, l'incommensurabilité de la souffrance. Je me fonde ici sur ce que disait François Héran dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Il se demandait, à juste titre, à mon sens, s'il fallait avoir vécu en première personne des situations que l'on prétend décrire. La prise en compte de la parole des acteurs, qui est tout à fait essentielle, n'implique pas qu'il faille considérer comme illégitime, par exemple, les travaux des hommes sur la condition féminine. On peut parler de la domination sans être dominé. Il n'est pas nécessaire, c'est Héran qui le dit, il n'est pas nécessaire d'en être pour savoir ce qu'il en est. L'appartenance de genre, la condition raciale, l'héritage social ne sauraient constituer les conditions contraignantes de l'exercice intellectuel. Penser l'émancipation aujourd'hui, c'est affronter le dilemme suivant, bien que l'invocation de nos principes ait servi les causes les plus indignes, avons-nous de meilleurs arguments face aux politiques nationalistes ou racistes que ceux qui en appellent à la liberté, à l'égalité et à la solidarité ? Merci beaucoup.